Mes chers amis, quel que soit l'âge que nous ayons, nous avons tous l'impression parfois d'être nés en 1960. Une sorte de nostalgie de ces années exaltantes, mais il ne s'agit pas ce soir de nous rappeler simplement nostalgiquement ce qui s'est passé pendant ces années-là. Je voudrais plutôt essayer d'exorciser ce passé, essayer un peu de nous désintoxiquer pour pouvoir imaginer l'avenir. Beaucoup de trop parmi nous restons accrochés à ces années-là parce que nous les avons vues et crues merveilleuses, et je pense qu'elles le furent. Mais en même temps, il faut continuer à vivre, surtout si on remarque que les jeunes d'aujourd'hui, de 17, 18 ou 20 ans, sont beaucoup plus près de l'an 2000 qu'ils peuvent l'être de l'an 1960. Si nous voulons bien comprendre les années 60, il faut évidemment partir un peu plus loin en arrière, très rapidement. Il ne s'agit pas évidemment de refaire toute l'histoire du Québec, du régime français jusqu'à aujourd'hui, mais il s'agit quand même de voir comment les années 60 s'inscrivent dans une continuité historique. Ça n'est pas une génération spontanée, ça n'est pas arrivé parce que quelques fous, quelquefois, à un moment donné, on dit on va s'amuser ensemble et on va faire quelque chose de spécial. Bien au contraire. Déjà sous le régime français, il y avait ici des Canadiens et des Canadiennes, c'est ainsi qu'on les appelait à l'époque, des Canadiens et des Canadiennes qui voulaient conquérir toute leur liberté, conquérir toutes les responsabilités d'un peuple normal. On se disait, c'est bien beau Versailles, tous les ordres nous viennent de Versailles, tous les règlements, toutes les lois nous viennent de Versailles, mais nous connaissons ce pays beaucoup mieux que les autres. Nous connaissons ce pays beaucoup mieux que les gens qui nous gouvernent à Versailles. Pourquoi ne prendrions-nous pas, chez nous, les responsabilités? Pourquoi ne nous gouvernerions-nous pas nous-mêmes? Et déjà, on peut imaginer qu'il y avait, même sous le régime français, des méchants séparatistes. Pendant ce temps-là, il y avait aussi des méchants séparatistes au sud de la frontière, aux États-Unis, qui eux aussi trouvaient que c'était lourd à porter la métropole anglaise, que Londres c'était bien loin, alors qu'ici, on pouvait aussi prendre des décisions et prendre des responsabilités. Et ces mouvements se sont développés parallèlement. Le mouvement américain va atteindre son point culminant en 1775-76 par la proclamation de l'indépendance des États-Unis. Mais ici, il s'est passé un tout petit incident, on s'en souvient, qui s'appelle la conquête, et qui a brisé ce mouvement-là. Une conquête tragique, qui a littéralement cassé ce petit peuple qui commençait à s'enraciner chez lui. On imagine facilement aujourd'hui que la conquête fut quelque chose de relativement facile. On se dit aussi qu'il ne faut pas refaire la bataille des plaines d'Abraham, et je suis d'accord. Mais il faut quand même comprendre qu'à ce moment-là, toutes nos sources se sont taries, que le pays tout entier s'est retrouvé sous la gouverne d'un autre peuple impérialiste et qui a voulu imposer sa loi chez nous. Et on peut facilement imaginer qu'il y a eu, dès après la conquête, encore des méchants séparatistes. Des gens qui se disaient, il faudrait bien qu'un jour, nous soyons un peuple normal, il faudrait bien qu'un jour, nous ayons toutes nos libertés, toutes nos responsabilités. Et ils ont commencé à se battre aussi. Ils ont commencé à réclamer des droits qu'on leur avait enlevés au moment de la conquête. Ils ont continué la bataille, en fait, commencé sous le régime français. Et cette première grande bataille du régime anglais va culminer, comme on le sait bien, en 1837-38, par ce qu'on a appelé la rébellion des patriotes. Des gens qui se soulèvent et qui parlent pour la première fois d'indépendance. C'est dans les textes. On veut faire l'indépendance du Bas-Canada. On veut tous les pouvoirs à Québec.
Mais curieusement, il se passe la même chose. Cette fois-là, dans le Haut-Canada, c'est-à-dire l'Ontario de l'époque, où Mackenzie va se battre aussi pour se libérer de la tutelle britannique. Et on va vouloir faire du Haut-Canada aussi un État indépendant qui soit libre des liens avec l'Angleterre. On sait comment cela s'est terminé dans le sang, dans la mort. Et cette bataille illustrait la volonté de continuer à exister, la volonté de continuer de se battre. 1840-41, on décide d'unir les deux colonies britanniques, le Haut et le Bas-Canada, l'Ontario et le Québec. À ce moment-là, il faut se souvenir que nous étions la vaste majorité. Il y avait ici près de 650 000 Québécois, ce qu'on n'appelait pas ainsi à l'époque. Il y avait dans le Haut-Canada à peu près 450 000 personnes. Mais sous l'Union, on décide justement de faire l'égalité entre les deux colonies. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met tous les pouvoirs dans le même paquet. On donne aux deux groupes une représentation égale, 42 représentants d'un côté, 42 représentants de l'autre, même si nous étions la majorité. Et nous avions fait, ici au Québec, une petite dette d'à peu près 92 000 livres sterling, ce qui n'était pas beaucoup d'argent à l'époque. Mais les Ontariens, les gens du Haut-Canada, avaient fait une dette d'à peu près 1 200 000 livres sterling, ce qui était beaucoup d'argent à l'époque. Pour être sûr que tout le monde est égal, on met les deux dettes dans le même sac et tout le monde paie. Nous apprenions tranquillement comment fonctionnait la démocratie à l'anglaise. C'est évidemment juste à ce moment-là aussi que nous arrive le fameux rapport d'Oram. Le rapport d'Oram qui a dit des choses extrêmement vraies, aussi bien sur le peuple anglais que sur le peuple français du Canada. Mais qui a surtout écrit qu'il fallait assimiler de force ce petit peuple-là pour le faire jouir des avantages de la citoyenneté britannique. Vers 1850-51, on commence à parler de confédération, personne n'en veut, les discussions se poursuivent, et dans les années 60, on se met à parler de confédération pour vrai. Et on sait qu'en 1867, finalement, on va unir 4 colonies britanniques, qui sont des provinces par la suite, 4 colonies britanniques, et on va faire le Canada, on va commencer le Canada moderne, qui va se construire jusqu'à aujourd'hui. Or, en 1867, nous ne sommes plus la majorité. Nous sommes devenus une minorité. Souvenez-vous, en 1841, puisque nous étions la majorité, nous avions droit à une représentation égale. Maintenant, puisque nous sommes devenus une minorité, nous n'avons plus droit à la représentation égale, nous n'avons plus droit qu'à une représentation proportionnelle, selon le nombre. Et ça dure encore aujourd'hui. Faisons la Confédération et les grandes batailles de ce petit peuple français vont se faire de plus en plus vives. En 1885, on prend Louis Riel. En 1892, on abolit le français au Manitoba. En 1912, on abolit le français en Ontario. Et tout le monde se bat, essaie de faire comprendre à ces conquérants, parce qu'ils le sont encore, que nous avons le droit d'exister ici, que nous avons le droit d'exister en français. Et la bataille s'étend à travers tout le Canada, et ici même au Québec, même si nous restons la vaste majorité. Il faut se battre jour après jour pour avoir un mot de français quelque part. Et on va se battre pour aller chercher quelques pouvoirs, puisque la Confédération a accordé quelques pouvoirs aux provinces. On va tenter d'augmenter ces pouvoirs-là d'année en année pour arriver à posséder des demi-libertés au moins, des demi-responsabilités au moins. Et le début du XXe siècle va voir cette bataille-là s'aviver davantage. Et on va voir les premiers grands nationalistes canadiens, dont Henri Bourassa, qui vont se battre pour l'indépendance du Canada, parce que c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'à cette époque-là, le Canada n'est toujours pas indépendant. Il ne le deviendra qu'en 1931-32, par le traité de Westminster. Et c'est la guerre chez nous. Et c'est la guerre pour de vrai dans le monde. 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Les Canadiens français ne veulent pas aller se battre en Europe. Les Canadiens anglais, qui sont encore très attachés à la couronne britannique, disent qu'il faut aller sauver l'Angleterre. Et ça va très mal. On impose la conscription. Les Canadiens français résistent
de toutes leurs forces, les déserteurs. On se sauve, on se mutile, on se fait prêtre pour ne pas aller à la guerre. Et, évidemment, le pouvoir fédéral s'abat sur nous. C'est la police, c'est l'armée, on en tue quelques dizaines, on en blesse quelques centaines, on en emprisonne plusieurs milliers. Ça va si mal, en fait, que le 23 janvier 1918, une date importante, le 23 janvier 1918, le député Francoeur, au Parlement à Québec, va présenter une proposition dans laquelle on dit qu'il faut faire l'indépendance du Québec. C'est la première fois dans notre histoire où on a cette expression indépendance du Québec. 23 janvier 1918. Et c'est Saint-Laurent Mérigouin, qui est alors premier ministre du Québec, qui va répondre à peu près ceci, et vous allez voir, on va retrouver à peu près les mêmes phrases, les mêmes réponses dans les années 60 et 70. Sir Le Mérigouin répond à M. Francoeur, écoutez, soyons patients, la Confédération n'a que 50 ans, donnons-lui une chance. Janvier 1918. Mais nous ne sommes pas morts, et la bataille continue. Les années 20, les années 30 qui vont voir d'autres mouvements nationalistes qui naissent, l'Action libérale, le Bloc populaire. On va parler de nationalisation de l'électricité en 1939. On croit encore qu'il faille aller chercher d'autres responsabilités, d'autres libertés qui nous ont toujours été refusées depuis 300 ans maintenant. Et éclate soudain la Deuxième Guerre, 1939. Mackenzie King est alors Premier ministre du Canada. Il dit « Jamais je n'imposerai la conscription ». Tout le monde applaudit. 3 ans plus tard, il dit « J'ai changé d'idée ». Il décide de tenir un référendum où il pose la question suivante. Me déliez-vous de ma promesse de ne pas tenir, de ne pas faire la conscription? Évidemment, le Canada anglais répond oui à plus de 80%, nous vous délions de votre promesse. Et le Québec répond non à plus de 80%. Vous voyez ce que ça donne de répondre non? Déjà, on savait ce que ça voulait dire. On a eu la conscription. La même chose qu'en 1917. Les Canadiens français refusent d'aller se battre ailleurs pour les libertés des autres, pendant qu'ici, chez nous, on nous refuse nos libertés les plus fondamentales. Et ils avaient raison. La police, l'armée, on en tue quelques dizaines, on en blesse quelques centaines, on en fout en prison, en camp de concentration, plusieurs milliers, dont le maire de Montréal de l'époque, Camillien Wood, au camp de concentration pour 2 ans. J'aimerais les voir s'essayer avec drapeau maintenant. Et la guerre se termine. Tout de suite après la guerre, nous commençons à faire un petit peu plus d'argent, nous sommes un petit peu plus confortables, nous oublions un peu nos intérêts, nos aspirations collectives. Mais la petite flamme reste là, toujours présente. Et nous allons élire Maurice Duplessis. Maurice Duplessis qui est nationaliste bien sûr, comme on l'était à ce moment-là. Et Maurice Duplessis va engager les premières grandes batailles contemporaines avec Ottawa. Batailles qui vont différer de celles qu'on a connues dans les dernières 20 années, parce que tout ce que va faire M. Duplessis, c'est d'essayer de récupérer des pouvoirs. On sait qu'à l'occasion de la guerre, le gouvernement fédéral avait demandé aux provinces de céder une partie de leur pouvoir pour pouvoir organiser l'effort de guerre. Et les provinces avaient unanimement consenti. Mais après la guerre, Ottawa refuse de remettre les pouvoirs. Et là, M. Duplessis va s'engager dans cette grande bataille pour récupérer des pouvoirs, non pas en gagner de nouveaux, simplement récupérer ceux qui nous avaient été consentis lors de l'élaboration de l'Amérique britannique du Nord en 1867. On sait comment cela se termine. M. Duplessis a dû imposer une double taxation pour faire reculer Ottawa. Il a réussi à faire reculer Ottawa. Toujours, on voit à travers toute cette histoire cette volonté indomptable d'exister en Amérique du Nord. Malgré que ce soit là une position fort peu raisonnable. 5 millions de parlants français
En Amérique du Nord, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais on y croit quand même. On veut que ça continue. Et toujours, cette volonté de se sortir de la tutelle d'abord française, puis ensuite britannique, puis par la suite canadienne et américaine. Cette volonté-là, qui n'a jamais cessé d'exister. Il est un autre fait qui explique aussi l'explosion des années 60. Un fait peut-être encore plus tragique que la conquête. C'est celui de la minorisation. Au moment de la conquête, il y a ici 60 000 colons français. Peu de temps après, il y a 10 000 colons anglais. Nous sommes donc la vaste majorité. Je vous rappelle qu'en 1840-41, nous sommes encore la vaste majorité. Mais vers 1855-56, nous devenons la minorité. Et en 1867, nous sommes la minorité, et c'est consacré dans les textes de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord. Et depuis lors, nous n'avons cessé de diminuer en proportion par rapport au reste du Canada. Et aujourd'hui, nous ne formons plus que 25% de la population du Canada. Et c'est cette minorisation qui va faire éclater toutes sortes de forces pendant les années 60. C'est la conscience qu'une minorité, quelle qu'elle soit ethnique, religieuse, ou de quelque autre ordre, une minorité n'a toujours que les droits que veulent bien leur consentir les majorités. Si les majorités sont de bonne humeur, ça va relativement bien pour les minorités. Si les majorités sont de mauvaise humeur, les minorités y goûtent. Et c'est pour sortir de ce statut de minorité que vont commencer les grands efforts des années 60. Mais juste avant que tout explose, il y a bien sûr Duplessis. On a parlé de la grande noirceur, je pense que c'est vrai. Je pense que les gens qui ont mon âge et qui sont un peu plus vieux, qui avaient vécu, étant jeunes, les années Duplessis, je pense que ça n'a pas toujours été très drôle. Cet homme qui gouvernait seul, qui faisait manger les évêques dans sa main, qui contrôlait absolument tout, qui a fait un certain nombre de choses, l'électrification rurale, la bataille avec Ottawa, et aussi un certain nombre de discours qui ont entretenu la flamme. Mais c'est aussi lui qui a servi d'éteignoir à ce peuple-là qui voulait déjà bouger. Moi, à cette époque-là, j'étais privilégié. Collège classique. Brébeuf, comme tout le monde, Trudeau, Bourassa, moi. Et il y avait bien sûr une sorte de nationalisme en ce temps-là. Nous étions nationaleux, comme tout le monde l'était. Nous étions pour le bilinguisme. Nous croyions encore au Canada à cette époque-là. Et je me souviens qu'en 1952, j'étais en rhétorique et je fais mon premier discours. Un prof avait dit, tu vas parler. Concours d'art oratoire. J'avais choisi comme thème le Canada bilingue. Péché de jeunesse, sans doute. Mais c'était le nationalisme que nous entretenions à l'époque. Le Canada bilingue, voilà le sujet de mon discours. Dans ce grand concours oratoire pour tous les collèges classiques. Je suis arrivé deuxième. Il est évident qu'on ne pouvait pas gagner, même à cette époque-là, avec un thème pareil. Et le nationalisme prenait toutes sortes de formes aussi. C'est aussi à cette époque-là que j'entrais dans l'armée canadienne. Et oui, je suis officier dans l'armée canadienne. Et j'ai à la maison un beau papier qui commence comme ceci. Elizabeth II to my well-beloved Pierre Bourgault. Quand je vous dis que j'ai le papier, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus parce que pendant les années 60, lors d'une manifestation au Monument aux Patriotes, je l'ai déchiré dans un grand mouvement oratoire en disant « Je ne veux plus faire partie de cette armée colonialiste, etc. » Tout de suite après, M. Diefenbaker m'a dénoncé au Parlement canadien et je fus rayé automatiquement des cadres de l'armée canadienne. Je n'y suis plus
Je n'y suis plus. Je vais vous faire un aveu. Je pense que j'ai déchiré mon papier 3 fois, dans 3 manifestations différentes. C'est les années 50. Il y a du Duplessis ici. La musique est plate, le cinéma est plate, le théâtre est plate, la littérature est plate. Les années que j'ai détestées. Les années 50. Et vous vous souvenez de ces années-là? Quand les gens fuyaient littéralement le pays, s'exilaient, surtout en France, mais aussi aux États-Unis, souvent pour ne plus revenir, on fuyait cette noirceur qui nous étouffait. Puis Duplessis mourut. Il est allé mourir à Shefferville, dans la maison de la compagnie Iron Ore, cette même compagnie à qui il vendait notre minerai à 1 demi-cent la tonne, pendant que le Terre-Neuve le vendait 32 cents. Il était mort comme il avait vécu, chez ses maîtres, les Américains. Remplacé par Sauvé. Sauvé, Paul Sauvé qui ne sera là que très peu de temps. 3 mois. Il sera là juste assez longtemps pour ouvrir les portes. Parce qu'à la Révolution tranquille, elle commence là. Elle commence avec Paul Sauvé. Souvenez-vous de ce discours quand il va dire « Désormais, plus rien ne sera pareil. Désormais, nous allons faire des choses. Désormais, nous allons regarder vers l'avenir. Nous allons oublier ces 25 dernières années qui nous furent si néfastes. Et là, on va sentir que très bientôt, tout va éclater. 1952, la télévision venait d'arriver. On commençait à savoir ce qui se passait dans le monde. On commençait à se regarder nous-mêmes, à nous retrouver tels que nous étions. 1959, 58, 59, arrive la haute fidélité, arrive la réaction, on commence à se promener rapidement à travers le monde. Nous commençons, nous, Québécois et Québécoises, à découvrir qu'il y a dans le monde d'autres peuples normaux et qui ne nous ressemblent pas parce que nous sommes dans une situation anormale. Et nous commençons à ouvrir les yeux. Et pendant que Duplessis régnait, il y avait des forces qui s'opposaient. Cité libre avec Pierre Elliott Trudeau et les autres, le Devoir. Et le Parti libéral, sous Georges-Émile Lapalme, qui, à la force des dents, tentait de réorganiser l'opposition. Et ironie de l'histoire, le Parti libéral va aller chercher à Ottawa Jean Lesage pour l'amener à Québec, pour faire ce qu'on va appeler par la suite la Révolution tranquille. 1960, c'est ça. C'est la fondation de la Révolution tranquille. On peut lui donner aujourd'hui toutes sortes d'interprétations. Moi, pour ma part, si je regarde ce que c'est que la Révolution tranquille depuis 1960 et encore jusqu'à aujourd'hui, j'y vois une sorte de rattrapage. Il fallait faire des choses que d'autres avaient faites avant nous. Il fallait se dépêcher. Il fallait arriver à l'heure du monde et de l'Amérique du Nord. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Et M. Lesage va aller chercher des gens pour l'entourer. René Lévesque, Éric Kirans, Pierre Laporte, Gérin Lajoie, d'autres. Avec un slogan, il faut que ça change. Et c'est vraiment toute la population du Québec, ou presque, qui va embarquer dans cette espèce de tourbillon de l'élection de 1960. Et souvenez-vous, à cette époque-là, le Québec est encore très conservateur. On pense que M. Lévesque est un révolutionnaire effrayant, mais il fait partie du Parti libéral. Alors, il y a ceux qui disent, mais ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas voter pour M. Lévesque. C'est un communiste, c'est un révolutionnaire, c'est effrayant. Mais il y a M. Lesage, lui, qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus responsable. On va voter pour M. Lesage. Par contre, il y avait déjà toute une jeunesse qui disait, M. Lesage, il fait quand même pas mal vieux jeu, ça n'a pas de sens, c'est l'ancien temps. On aime mieux M. Lévesque, et peut-être, il va brasser les choses, alors on va voter pour M. Lévesque. Finalement, tous ceux qui votaient pour M. Lévesque et ceux qui votaient pour M. Lesage, ça s'est additionné, puis ça a fait une belle victoire. Et le Parti libéral a pris le pouvoir. Et là, tous les espoirs étaient permis.
Et c'est vraiment ce que nous croyons, parce qu'il se passait la même chose dans le reste du monde. Et déjà, certaines personnes avaient décidé qu'il fallait aller plus loin pour faire l'indépendance du Québec. En 1957, Raymond Barbeau fondait l'Alliance Laurentienne. En 1959, Raoul Leroy fondait l'Action socialiste pour l'indépendance du Québec. L'indépendance et le socialisme, sous Duplessis, il fallait le faire. Ça n'a pas été très loin. Et mais on commençait à imaginer ce que ça pourrait être, ce mouvement. Et en 1960, presque en même temps que la victoire libérale, le RIN est fondé par une trentaine de personnes. Et là, les grands courants qui vont animer toute la société québécoise pendant 20 ans se mettent en place. En 1961, c'est l'indépendance de l'Algérie, qui pour nous a eu une influence considérable. 7 ans d'une guerre meurtrière, 40 ans d'une dure lutte contre la France, et au bout, l'indépendance. Et des livres et des idées qui nous arrivent de partout. Et en 1960, nous constatons que près de 45 pays ont fait leur indépendance depuis 1945. De tout nouveaux États indépendants, souvent pauvres, mal organisés, tout petits, sans force, avec la seule force et la seule volonté d'être libres. Et cela nous affecte profondément. Et nous croyons que nous avons, nous aussi, droit à cette indépendance, à cette liberté, à ces responsabilités. Et la grande bataille va commencer. Et quelle est la situation en 1960 au Québec? Une chose extrêmement importante qu'il faut comprendre, c'est d'abord qu'il y a ce fantastique boom économique que tous les pays occidentaux vont connaître à partir de 60 jusqu'à vers 73 ou 74. Tout ce qui s'est fait dans les années 60 aurait sans doute été impossible sans ce boom économique. Et la révolution culturelle des années 60 eût sans doute été impossible aussi sans ce boom économique. C'est au fond une révolution d'enfants gâtés. C'est pas la révolution des opprimés. C'est une révolution de peuples relativement riches qui décident de prendre en main un certain nombre de leurs affaires, qui décident de changer leurs mœurs, qui décident de vivre autrement. Le boom économique va être le moteur de ce mouvement-là. Et aussi le boom des bébés, le bébé boom d'après-guerre. Et après la guerre, vous le savez, on se met à faire des enfants. Et on en fait tellement que la population de tous les pays occidentaux rajeunit considérablement. Et en 1960, ils arrivent. Ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ils ont bientôt 20 ans. Et ils arrivent avec des exigences. Parce que pour la première fois dans l'histoire du monde, les jeunes, tout à coup, ont un pouvoir d'achat. Parce qu'il y a une certaine richesse, les jeunes se retrouvent avec quelques dollars dans leur poche. Comme ils ont un certain pouvoir d'achat, ils peuvent avoir des exigences. Ils disent, vous allez nous faire cette musique-là, vous allez nous donner telle sorte de cinéma, et puis on veut entendre telle chose, puis on veut faire telle chose, puis on va se l'acheter. Et ça change tout l'aspect de nos sociétés. Tout à coup, les jeunes sont sur la scène. Tout à coup, ils achètent des choses. Tout à coup, ils exigent. Tout à coup, ils commandent. Et tout à coup, dans nos foyers, c'est eux qui disent quel poste de télévision on va écouter. C'est eux qui disent quel poste de radio on va écouter. C'est eux qui mettent le disque sur le tour-disque et disent on va écouter ça, au grand désespoir des parents d'ailleurs. Mais cette force d'une jeunesse considérable et qui croit en son pouvoir va faire les grands mouvements des années 60. Notre petit peuple ici est peu éduqué. Nous avons plein de 3e, 4e, 5e année. Un système d'éducation fermé. Quelques privilégiés font le classique. Encore moins de privilégiés vont faire l'université. Il va falloir ouvrir les portes de ce côté-là. C'est tellement en retard que tout le monde va comprendre qu'il faut tout bouleverser et s'engager dans le mouvement. Nous sommes coupés, encore en 1960, nous sommes terriblement coupés de nos racines, de la France. Nous sommes aussi coupés de nos grands voisins américains. Nous avons refusé l'influence américaine parce qu'elle nous
nous la croyions dangereuse. Et par la conquête, nous avons été coupés de la France. Il faudra, pendant les années 60, renouer avec la France et renouer avec notre patrimoine nord-américain. Nous vivons dans un système politique où le patronage est érigé en système. M. Duplessis fait ses élections à coups de batte de baseball et nous croyons que c'est comme ça que ça marche. Il va falloir changer tout ça durant les années 60. Nous vivons de patronage et nous vivons d'église. Une religion accablante, qui est devenue accablante seulement au XXe siècle, à la fin du XIXe siècle. La religion catholique chez nous a toujours été présente, mais les Canadiens français avant le XXe siècle résistaient plus ou moins, c'était un peuple gaillard. Et le clergé comme tel n'avait pas encore mis la main sur le peuple québécois comme il l'a fait au XXe siècle. Et nous sentons que nous sommes étouffés par cette religion désormais sclérosée. Et la langue. Nous vivons en touristes dans notre propre pays. Nous savons bien que Montréal, bien que nous disions qu'elle est la deuxième ville de langue française du monde, nous savons trop bien qu'elle est la première ville anglaise du Canada. Et ça n'est pas si loin. C'est il y a 20 ans. Tout se fait en anglais. Pour gagner sa vie, il faut savoir parler anglais. Souvenez-vous de votre mère, de votre père, ce qu'il vous disait. Moi, ma mère, elle me disait, apprends bien ton anglais, si tu veux gagner ta vie. Le français était inutile, sauf pour quelques rares occasions, quelques rares professions. La langue qui comptait, c'était l'anglais. Montréal était une ville anglaise. C'est la situation qu'on retrouve en 1960, quand M. Lesage dit « faut que ça change » et qu'il arrive au pouvoir avec l'équipe du tonnerre. 1960 encore, on vient de fonder le RIN, et j'y entre, presque naturellement, un peu par désœuvrement. On s'imagine toujours que les grandes choses qui nous arrivent dans la vie sont le fruit de mûres réflexions. Pas du tout. Moi, je me promenais dans la rue un soir, je rencontre un ami, Claude Préfontaine, il dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Rien. » Il dit « Viens-tu chez André d'Allemagne, à côté, une petite réunion du RIN? » Je dis « RIN, qu'est-ce que c'est ça? » Il dit « C'est le Rassemblement pour l'indépendance nationale. » Je dis « Qu'est-ce que c'est ça? » Ben, il dit « On va faire l'indépendance du Québec. » Je dis « Qu'est-ce que c'est ça? » Et je suis allé chez d'Allemagne, et un peu par désœuvrement, et aussi parce que j'y avais rencontré des gens intéressants, je suis entré au RIN. Et tout s'est enchaîné par la suite. Et beaucoup de gens sont entrés dans la politique de cette façon-là, surtout à cette époque-là, dans le nouveau Parti libéral et dans le RIN. On retrouvait des gens qui n'avaient jamais fait de politique de leur vie et qui, un peu par hasard, et souvent par des convictions qui s'affermissaient avec le temps, entraient dans les partis. Et nous avons commencé de définir nos objectifs et notre action. L'objectif a toujours été extraordinairement simple. Nous voulions passer de minorité à majorité. Nous voulions être un peuple normal, comme tous les autres peuples du monde. Nous ne voulions plus être une province pas comme les autres, comme on nous disait, mais un pays comme les autres. Nous voulions faire un Québec indépendant. Et le 4 avril 1961, au Jésus, lors de la première grande assemblée publique du RIN, c'est exactement ce que nous avons dit. Et à notre grande surprise, il y avait des gens pour nous entendre. Je n'ai notre grande surprise parce que, quand nous avions décidé d'organiser cette assemblée, nous sommes aperçus un peu tard que ça tombait le soir de la partie de hockey la plus importante du Canadien. Alors nous avons pris des gageures, 10 personnes, 12, 17. Il en est venu 500. Et, surpris par notre propre succès, nous avons dès lors décidé de continuer. Et le mouvement s'est formé tranquillement, petit à petit, morceau par morceau. Nous faisions tout. Nous étions si peu nombreux. Et nous essayions d'être partout à la fois, pour montrer que nous étions là. Mais encore, il fallait tout définir. Il fallait tout commencer à zéro. Et pendant ce temps-là, les libéraux passaient à l'action, sur tous les fronts.
Et on verra que dans les 2 années qui vont suivre, on va faire le grand projet de nationaliser l'électricité. Évidemment, tout le monde est effrayé. Les capitalistes, surtout, se disent, mais c'est effrayant, on ne peut pas nationaliser l'électricité. Ça n'a aucun sens. Nous sommes en Amérique du Nord. Vous ne pourrez pas faire marcher ça. Vous n'êtes pas compétent. L'Ontario l'avait fait en 1929. C'est alors qu'il y a toutes ces oppositions que M. Lesage va décider de déclencher une élection en 1962, et c'est M. Lévesque, surtout, qui est alors ministre des Richesses naturelles, qui va faire la campagne de l'électricité. Aller se chercher un instrument de pouvoir, un instrument économique, qui va nous permettre de bâtir quelque chose. À ce moment-là, il y a 9 compagnies d'électricité qui appartiennent aux autres, et qu'on essaie de regrouper pour faire ce qui deviendra l'Hydro-Québec. Et nous, Duériennes, nous n'avons pas d'autre choix que de voter libéral. Nous ne sommes pas encore organisés en parti. Nous marchons cependant dans cette volonté de vivre et d'aller chercher des instruments. Et à cette époque-là, nous allons voter, nous aussi, libéral. Et le Parti libéral au pouvoir va faire la révolution tranquille. Il va commencer à démocratiser les structures du pouvoir. Il va commencer à imaginer la démocratisation des élections, démocratisation des partis politiques. Et ce sera la grande gloire de M. Lesage, je pense, d'avoir fait les efforts nécessaires pour réorganiser la fonction publique québécoise. On a trop tendance à imaginer qu'un gouvernement, c'est quelques personnes, 110 personnes à Québec, alors que c'est quand même des dizaines de milliers de fonctionnaires derrière le gouvernement, qui, entre les gouvernements et par-dessus les gouvernements, font marcher cette immense machine. Or, c'était une machine désuète, qui ne fonctionnait que par patronage, qui n'était nourrie que des amis du régime. Et c'est durant les premières années de la Révolution tranquille qu'on va refaire ce système-là, qu'on va accorder maintenant la syndicalisation à l'intérieur de la fonction publique, et qu'on va permettre à la compétence d'exister et non plus simplement aux amis du régime de se tailler des places. On va commencer à former les instruments économiques dont on se servira plus ou moins bien par la suite. Mais on comprend déjà qu'il nous faut des instruments collectifs. On fera la caisse de dépôt et de placement, on fera la SGF, on fera l'Hydro-Québec. Et on va faire le nouveau système d'éducation. Et on le fera presque contre Jean Lesage lui-même à ce moment-là, qui dira « Jamais, tant que je serai Premier ministre du Québec, il n'y aura de ministère de l'Éducation. » Et Gérin Lajoie, ministre de l'Éducation, va être obligé de se battre presque seul contre tout son parti pour faire la grande révolution en éducation, qui était nécessaire, qui était essentielle. On dira ce qu'on voudra de cette réforme-là maintenant. On dira qu'il y a eu des bavures, on dira qu'il y a eu des ratés. C'est vrai. Mais au moins, il y a du monde à l'école. Dans notre temps, il n'y en avait pas. Et ça, c'est important. Et ça a été fait dans les années 60. Et quand je regarde ces gens-là, nos pères, nos mères, qui avaient des 3e puis des 4e années, et qui sont saignés à blanc, pour que leurs enfants soient meilleurs. Moi, je trouve ça admirable. Et c'est aussi ça qui s'est passé dans les années 60. Et nous allons faire une chose étonnante. Nous allons faire une des plus grandes révolutions religieuses de tous les temps, sans pendre un seul curé. Ça a l'air de rien. Mais quand on voit le monde entier, depuis des millénaires, s'engager dans des guerres de religion effrayantes, quand on voit le monde d'aujourd'hui s'engager encore en main lieu du monde dans des guerres de religion sans bon sens, nous autres, avec une tolérance fantastique, avec une sorte d'humour, et avec une sorte de générosité qui n'existe presque nulle part ailleurs. Nous avons transformé notre société pour en faire une société plus pluraliste. On s'est querellé un peu, on s'est un peu engueulé. On se retrouve 20 ans plus tard avec une des sociétés les plus libres du monde, où la liberté est à peu près toujours respectée. Et ça aussi, c'est extraordinaire et on ne le souligne pas assez. Mais dès 1962, il faut comprendre qu'il faut rompre avec la Révolution tranquille.
La Révolution tranquille, elle est provincialiste. Elle se fait à l'intérieur du Canada. On veut être une province pas comme les autres, mais on veut pas être un pays comme les autres. Et dès ce moment-là, au RIN, nous allons rompre avec la Révolution tranquille. Et d'autres plus pressés que nous vont rompre non seulement avec la Révolution tranquille, mais avec le RIN. Et ce sera le FLQ, le Front de libération du Québec. Les premières bombes vont éclater en 1962. Et dès lors aussi, nous allons commencer à nous donner un programme, parce que nous nous disons ce que nous avons toujours dit par la suite. Ça ne sert à rien de faire l'indépendance pour brandir des drapeaux. Il faut y mettre un contenu. Il faut que cette indépendance-là serve d'instrument à quelque chose. Et nous allons faire un programme. Et nous allons construire un mouvement, puis après cela, un parti. Avec toutes les difficultés que cela peut comporter, des scissions, des chicanes sur les virgules, parce que ça n'est pas facile d'organiser une idée, et que ça n'est pas facile d'organiser une action. Mais le mouvement s'accroît, lentement, mais il s'accroît. Et on sent qu'il commence à prendre racine quelque part. Il prend racine surtout chez les jeunes, ces nouveaux pouvoirs qui commencent à avoir envie, eux aussi, de se donner des responsabilités. Dans le reste du monde, la décolonisation se continue. Et la révolution autour de nous s'amplifie. On verra les Noirs américains commencer à vraiment affronter le peuple blanc des États-Unis pour dire « Maintenant, c'est maintenant que nous prenons notre place. » Et on va voir la contre-culture, cette nouvelle sexualité, cette nouvelle musique, la drogue, et toute cette nouvelle façon de voir les choses fleurir partout à travers le monde occidental. On verra les hippies, on verra les flower people, on verra les Beatles, les Rolling Stones, Bob Dylan, on verra Charlebois chez nous, Vigneault, Gautier et les autres. Cette révolution culturelle sans précédent dans nos sociétés occidentales. On a l'impression que tout est possible désormais. Et on le chante, et on le dit, et on le croit. Et pendant ce temps-là continue plutôt la guerre du Vietnam sous John Kennedy. On croit en Kennedy pourtant. On y croit tellement fort. Il représente quelque chose de nouveau. Et pourtant, c'est lui qui enfonce les Américains dans la guerre du Vietnam. Et ce peuple américain va commencer à se battre. Petit groupe par petit groupe pour devenir une énorme masse va commencer à se battre contre la guerre du Vietnam. Et John Kennedy, qui incarne les nouveaux espoirs, soudain est assassiné. Et à ce moment-là, tout le monde occidental se dit il y a quelque chose de brisé. Et peu de temps après, c'est Martin Luther King, ce grand leader noir, qui avait réussi à rassembler toutes les factions. Les Noirs américains se retrouvent, lui aussi, assassinés. Et pourtant, malgré ses morts, malgré ses tragédies, ça continue. Et on continue à croire qu'il peut se passer quelque chose. En 1964, le RIN devient un parti politique et je deviens président du RIN. C'est peu de temps après, quelques semaines après, que la reine d'Angleterre annonce qu'elle va venir nous visiter. Je lui écris aussitôt en lui disant « Ne venez pas ». Elle me répond en me disant « Je viens quand même ». Nous décidons dès lors de la recevoir. Elle va venir à Québec. C'est l'époque où les bombes éclatent un peu partout. C'est peu de temps avant l'incident de la rue Bleury, où des membres du FLQ, dans un vol d'armes, vont tuer une personne. C'est l'époque de l'assassinat de Kennedy et de Martin Luther King. Nous décidons un peu cyniquement de nous servir de ces événements. Et au moment où nous disons que nous allons recevoir la reine, les journalistes se précipitent sur nous. Comment allez-vous la recevoir? Secret. Nous ne vous le dirons pas. Mais est-ce que c'est dangereux pour la reine? Extrêmement dangereux. Nous
Nous ne ferons rien, nous n'avons rien contre la reine, mais on ne sait jamais. Un fou, un malade. Et journalistes du monde entier s'amènent. Et à chaque fois que je fais une conférence, que je donne une entrevue, je dis extrêmement dangereux pour la reine. Un fou, un malade. Oui, mais vous autres, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, vous verrez. Et évidemment, il fallait trouver quelque chose à faire. J'ai imaginé dans ma tête un plan. Et je dis à l'exécutif d'Aérienne, je préférerais ne pas vous le dire, parce que si je vous le dis, ça va couler, puis tout le monde va le savoir. Alors, si vous me donnez la responsabilité, on va faire ça sans vous le dire. Ils ont dit jamais. Tu vas le dire au vice-président, qui est Guy Pouliot. Si lui est d'accord, lui, c'est un homme beaucoup plus raisonnable que toi. Si lui est d'accord, on vous laissera faire. Je l'ai dit à Guy Pouliot, qui dit oui, ça a du bon sens, et on nous laisse faire, et on organise la visite de la reine. Et là, on commence à exciter nos troupes. Et on commence aussi, jusqu'à un certain point, à faire peur au monde. Notre but, c'est qu'il n'y ait pas personne lors de la visite de la reine. Que les gens restent chez eux. Pour ça, il faut qu'il y ait peur un peu. Alors, on continue à acheter de l'huile sur le feu, c'est très dangereux, on ne sait jamais, un fou, un malade. On répète ça à satiété. Et là, les journalistes s'amènent de plus en plus, et là, les forces policières sont sur les dents. Et là, on décide aussi de mobiliser l'armée. Quand la reine va arriver à Québec, on va s'apercevoir que Québec est une forteresse. 5000 policiers, 12 000 soldats qui nous attendent. Elle arrive le samedi matin, nous décidons d'être là le vendredi soir pour faire une petite assemblée. Et nous avons choisi le centre du Rocher. Erreur grave. On ne savait pas que c'était une erreur à cette époque-là. On s'était dit, le centre du Rocher, c'est une bonne salle, c'est bien placé, ça va bien. Mais on s'aperçoit trop tard que le centre du Rocher est au carrefour de toutes sortes de rues. Toutes les rues mènent au centre du Rocher. Il est évident qu'en sortant du centre du Rocher, on va être pris comme dans une souricière et on ne pourra pas bouger. Mais enfin, on verra. Puisque c'est le plan, on va le faire, tel quel. Et nous annonçons notre assemblée. Et là, les journalistes continuent d'affluer. Et on part pour Québec, le vendredi matin. Moi, je pars avec Jacques Léonard, qui est maintenant ministre des Affaires municipales, et 2 journalistes. Parce que nous avons peur d'être coincés par la police, qui pourrait nous arrêter et faire semblant de trouver des armes dans l'auto et nous accuser de quelque chose. Nous avons très peur de ça, alors nous décidons de nous faire accompagner par 2 journalistes, un journaliste suédois et un journaliste du Toronto Star. Et nous leur disons, fouillez bien l'auto avant de partir, de sorte que, si jamais on se fait arrêter et que la police essaie de nous framer, vous allez voir, on est parfaitement innocent. S'assoit en arrière et on part. Nous arrêtons à Drummondville, comme tout le monde, et nous apercevons évidemment que nous sommes suivis. Nous étions déjà suivis depuis un mois, mais là, c'est de plus en plus près. Et nous arrivons à Québec pour nous faire arrêter 3 fois de fil, en 3 barrages différents, mais toujours, quand ils demandent l'identité des 2 personnes qui sont avec nous, s'aperçoivent que ce sont des journalistes, nous laissent passer sans trop rien dire. Et en entrant à Québec, nous voyons vraiment la forteresse. Tout est bloqué. Il faut, montrer patte blanche pour y entrer, mais nous finissons par y entrer. Toute la journée, nous sommes suivis par une Volkswagen rouge. La police se promène en Volkswagen rouge. Nous nous rendons sur les lieux pour voir la situation de plus près. Nous nous apercevons évidemment de la souricière. Nous apercevons que nous ne pourrons pas bouger de là et que tout le centre du Rocher est entouré de policiers et de soldats qui vont vraiment nous massacrer sur place et nous décidons de bouger. Mais il faut quand même tenir l'assemblée. Et l'assemblée arrive le soir, la salle est surchauffée. L'aérienne comptait au maximum à cette époque-là, au gros maximum 2000 personnes, dont peut-être 1000 étaient à l'Assemblée. Mais il y avait 2500 personnes dans la salle. 700 ou 800 journalistes. Les militants du RN. Le reste, la police. Il y en avait. Or, qu'est-ce que fait un policier dans une salle?
pour ne pas être découvert, il applaudit plus fort que les autres. Nous avions une ambiance extraordinaire. Mais tout le monde était un peu inquiet. L'Assemblée se déroule passablement bien, et là, je dévoile le plan. Vous allez voir que ce n'est pas particulièrement brillant. Je leur dis, nous allons sortir du centre du Rocher, nous allons marcher jusque dans la côte de la Citadelle, et là, nous allons faire un sit-in. Nous allons nous asseoir là toute la nuit, jusqu'à temps que la reine arrive demain, et elle devra nous passer sur le dos pour entrer à la Citadelle. Pas brillant, mais les gens trouvaient que ça avait du bon sens, à l'époque. L'Assemblée se termine, les gens sortent. Je suis le chef, faut bien que je prenne la tête des troupes, j'ai pas très envie, mais je le fais. Pas très longtemps. 10 secondes après, les policiers m'emportent, et je me retrouve dans une sorte de hangar. Et là, les policiers disent, vous marcherez pas. Je dis, oui, on va marcher, vous marcherez pas, oui, on va marcher. Je dis, appelez mes avocats. Il y avait un avocat dans les rayons. Nous montons dans une sorte d'appartement où là, on me fait parler au chef de police au téléphone. Je dis, nous allons marcher, vous ne marcherez pas. On s'engueule pendant une dizaine de minutes, mais à un moment donné, je dis, ça ne sert à rien de marcher, on va se faire massacrer sur place. Je constate que nous sommes dans une position pour le moins difficile. Et après avoir réfléchi un peu, j'ai dit, oui, aussi bien ne pas marcher, aussi bien partir chez nous, plutôt que de faire massacrer tout le monde pour rien. Mais là, je me dis, qu'est-ce que les militants et les militantes vont me faire? Ça fait 1 mois que je les excite. Ils ont peur, évidemment, mais pour combattre leur peur, ils s'enragent davantage. Ils vont sûrement tourner leur rage contre moi quand je vais leur dire, on s'en va chez nous. Et c'est à ce moment-là qu'un policier, sentant ce que je ressentais, dit, voulez-vous être protégé? J'ai dit oui. Je suis sorti à l'extérieur, je suis monté sur une Volkswagen blanche et j'ai annoncé à tout le monde que nous partions chez nous. J'ai vu quelques regards dans la foule qui voulait m'assassiner, mais ça s'est assez bien tenu et nous sommes partis chacun de notre côté. Mais c'est là ce que j'ai vu aussi, ce qu'était la presse internationale. Quand la presse internationale se jette sur vous, c'est quelque chose. Ici, nous sommes habitués à des journalistes admis, plus ou moins gentils. Mais la presse internationale, ils veulent des nouvelles. Ils veulent que vous leur disiez quelque chose. N'importe quoi, mais que vous leur disiez quelque chose. Et je m'en vais dans la rue comme ça, et il y a un journaliste français qui se précipite devant moi avec son micro. Il me fout le micro sous le nez et dit « Monsieur Morgault, pour la France, quelques mots ». Je n'ai rien à dire. On fait encore quelques pas, il revient. Monsieur Morgault, pour la France, quelques mots. Je n'ai rien à dire. On fait encore quelques pas, il revient, là, il se jette à genoux. Monsieur Morgault, où allez-vous? J'ai dit, je m'en vais chez nous. Mais il avait sa nouvelle. La reine est arrivée le lendemain matin. Et elle a voyagé à Québec entre 2 rangées de centaines de soldats qui lui tournaient le dos. Puis il n'y avait pas un chat dans les rues. Vous comprendrez bien que les soldats sont là pour protéger la reine, donc il faut qu'ils tournent le dos à la reine pour regarder la foule. Pas de foule. Et elle n'a vu que des dos de soldats canadiens. On disait dans les journaux londoniens le lendemain que c'était la pire insulte qu'elle avait jamais subie de sa vie. Mais nous avions réussi. Le monde avait eu assez peur qu'il était resté chez eux. Et ce jour-là aussi, il y a quelques manifestants et manifestantes qui restent à Québec. Ils se font poursuivre par la police et tout ça se fait en direct à la télévision. C'est M. Wagner, ce merveilleux M. Wagner, qui est alors ministre de la Justice, qui nous déteste pour nous tuer et qui va taper dans le tas. On appellera ça le samedi de la matraque. Et nous aurons réussi, contre notre propre volonté en somme, contre ce que nous avions imaginé, nous aurons réussi à faire exactement le contraire de ce qu'on attendait de nous. On disait, c'est des sauvages, ils vont faire des manifestations violentes, ce sera terrible. Et ce qui est arrivé, par un concours de circonstances, la situation s'est retournée contre le pouvoir. C'est la police qui a été accusée de violence policière, alors que nous étions partis chez nous très paisiblement. Et la reine est rentrée chez elle. On va la retrouver un peu plus tard dans notre histoire.
le RIN devient parti politique, il y a une autre scission, le ralliement national, deux ailes du parti qui se brisent. Il y aura aussi le PRQ, Marcel Chaput va fonder le Parti républicain du Québec, qui durera un certain temps aussi. Et on va commencer à préparer l'élection de 1966. M. Johnson, Daniel Johnson est maintenant à la tête de l'Union nationale. Il va organiser le parti, comté par comté. Lui, cet homme déconsidéré, ce politicien qu'on appelait Vérus ou Duplessis, va commencer à se révéler un bon chef de parti avant d'être un chef d'État. Il va se dire, moi, je peux gagner. Mais M. Johnson était très différent de M. Lesage. M. Johnson essayait d'avaler ses adversaires plutôt que de les attaquer de front. Et c'est ce qu'il a tenté de faire avec nous. Un jour, il m'appelle et nous nous rencontrons à son bureau sur la rue Dorchester, et je voyais à peu près ce qu'il voulait dire. C'était pas longtemps avant les élections. J'ai dit, on va voir. Et il est là, accompagné de quelqu'un, et moi je suis là, accompagné de quelqu'un aussi. Et M. Johnson, qui était un fin causeur, qui était agréable, on cause pendant une couple d'heures de choses et d'autres, et on tourne autour du pot, puis je me dis, vas-tu accoucher, puis il n'y arrive à rien. Et finalement, il se décide. Et il dit, M. Bourgault, ce serait extraordinaire si on était ensemble. Vous seriez là en avant, vous feriez des discours, puis moi je serais à côté, j'organiserais. Puis il dit, on ferait des merveilles. J'étais déjà un peu vaniteux à l'époque, et je lui ai répondu ceci. Monsieur Johnson, tout ce que nous pourrions faire ensemble, nous on peut le faire seul, on n'a pas besoin de vous. Et il était parti à rire en disant, je le savais, mais ça valait la peine d'essayer. Et là vient l'élection de 1966. L'élection qui va se faire à 4 finalement. Le Parti libéral d'un côté, l'Union nationale, le RIN et le RN, 2 partis indépendantistes. Déjà, M. Lesage a appliqué les freins depuis 1964. Il refuse de continuer la Révolution tranquille. Il va faire une élection passablement moche. Il va faire une élection tout seul, une campagne électorale tout seul. Il va écarter ses grands ténors. Il va vouloir gagner tout seul contre tout le monde. Nous sommes d'attaque. Nous sommes encore fort peu nombreux. Il y a très peu de gens au RIN. Mais nous nous organisons et nous essayons d'être partout à la fois. Nous parlons à Sept-Îles le matin, à Sherbrooke le midi, à Hull le soir. Nous couvrons le territoire. Et nous avons évidemment des complicités un peu partout. Moi, je suis candidat dans Duplessis, de Sept-Îles à Blanc-Sablon, jusqu'à Fort-Chimau. Et on fait la campagne, je la fais déjà depuis 2 ans. Mais là, on va la faire encore davantage. Des complicités à la radio, par exemple. À Sept-Îles, il y a la radio. Ça descend jusqu'à Natashquan, à peu près. À 300 km plus bas. Quand je parle à la radio, plein wattage et mon message se rend jusqu'à Natashquan. Quand M. Coiteux du Parti libéral parle, 10 watts. Il sort pas de cette île. Nous avons d'autres complicités plus larges. Vous vous en souviendrez peut-être pas, mais à la télévision, en 1966, chaque fois que j'apparais, je suis en plan américain comme ça, et j'ai l'air à peu près normal. Mais M. Lesage, chaque fois qu'il fait un discours, on le prend en gros plan comme ça. Il a l'air d'un fou. C'est évident. Vous êtes-vous déjà vu en gros plan en train de faire un discours? Il a l'air d'un enragé. Et M. Lesage a eu l'air de ça pendant toute la campagne électorale. Nous faisons une bonne campagne. Une campagne où on sent un enthousiasme extraordinaire. Il y a tous ces jeunes qui embarquent en masse. On sent des générosités, des énergies sans bornes et sans précédent. Et on a l'impression qu'il se passe quelque chose. On ne se fait pas d'illusions, on sait bien qu'on ne prendra pas le pouvoir, on sait bien qu'on ne fera probablement pas élire personne. Mais on sait par contre qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des gens qui commencent à être touchés par le message. Et le message est toujours le même. Nous voulons un pays comme les autres. Et nous parlons d'indépendance du Québec. Et nous parlons d'un Québec unilingue français. On a peur, mais on embarque. On craint, mais on se rapproche. Et finalement, on va voter. Et j'aurai à cette île le matin de l'élection
un des seuls moments de satisfaction de ma vie, après avoir fait cette campagne. Il fait un temps extraordinaire, le 5 juin 1966. J'arrive de Rivière-au-Tonnerre en avion, je descends à cette île. Je m'en vais au comité d'organisateurs du RIN. Je leur dis, avez-vous besoin de moi? Ils ont dit surtout, va-t'en, achale-nous pas pour la journée. Et je m'en vais à l'hôtel Sept-Îles, où j'avais une chambre, qui donne sur la baie de cette île, qui est extraordinaire, ce soleil et les bateaux. Et là, je me suis assis et je me suis dit, là, c'est extraordinaire. Là, je suis à peu près satisfait. Quoi qu'il arrive maintenant, nous avons tout donné. Physiquement, intellectuellement, moralement, nous ne pouvons pas aller plus loin. Toutes ces générosités, toutes ces énergies dépensées par quelques milliers de personnes pour faire avancer une idée, nous ne pouvions pas en donner plus. Quoi qu'il arrive, nous avons quand même fait cela. Le soir de l'élection arrive, M. Johnson prend le pouvoir. Et nous avons calculé que c'était un peu grâce au RIN. C'était des libéraux qui votaient RIN. Et dans 13 comtés, si le RIN n'avait pas été là, le Parti libéral aurait remporté la victoire sur l'Union nationale et eût été encore au pouvoir. Et finalement, M. Johnson aussi, par son organisation, par sa volonté aussi, d'aller chercher le pouvoir, morceau par morceau, avait triomphé. Et le soir du 5 juin 1966, il se retrouvait Premier ministre du Québec. Une campagne électorale fantastique avait permis de nous compter. Nous étions 0% en 1960. Et en 1966, les deux partis indépendantistes recueillaient 9,3% du vote. Déjà, nous avions les pieds ancrés dans du solide. Ça nous permet d'imaginer que nous pouvions aller plus loin. Et ça me permettait à moi de me souvenir de cette campagne extraordinaire où dans toutes les assemblées, à chaque meeting, à chaque foule que je rencontrais, je terminais mes discours toujours de la même façon. À peu près comme ceci. Je disais, si nous y croyons suffisamment, dans quelque temps, un homme viendra qui sera président de la République du Québec. Nous le verrons à la télévision, nous l'entendrons à la radio, et il nous dira à peu près ceci. Québécois, Québécoises, où que vous soyez dans le monde, réjouissez-vous. Car aujourd'hui, enfin, vous avez un pays. M. Johnson est au pouvoir. Et j'entre au Parlement. Je vous ai déjà dit que nous avions obtenu, nous les indépendantistes, 9,3% des voix. Or, la nouvelle session va commencer. Et je me dis, puisque nous représentons maintenant près de 10% de la population, il me semble qu'il serait normal que le président du RIN soit là à l'ouverture de la session. Évidemment, je ne suis pas invité. Mais je décide de m'y rendre quand même. J'arrive au Parlement, tout le monde est affolé. On me croyait dangereux à l'époque. Et il me faut trouver un moyen d'entrer à l'Assemblée. Et le chef de cabinet de M. Johnson, me voyant dans les corridors, s'affole lui aussi, dit « On va te faire entrer, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. » Mais j'ai décidé aussi de répondre au discours du trône. Ça s'appelle à ce moment-là encore le discours du trône. Et je veux pouvoir travailler quelque part. Je n'ai pas de bureau, évidemment. Je rencontre Yves Michaud dans les corridors du Parlement. Yves Michaud, qui est maintenant délégué général du Québec à Paris. Il dit « Prends mon bureau ». Mais il partageait son bureau avec M. Wagner. Je m'installe dans le bureau de Michaud, je commence à travailler. 5 minutes après, la porte s'ouvre, c'est Wagner. Il dit « Monsieur Bourgault », je dis « Monsieur Wagner ». Il est sorti.
C'est la seule fois que je l'ai vu dans ma vie. Je continue à travailler. La porte s'ouvre encore. C'est Monsieur Lesage. Bonjour Monsieur Lesage, bonjour Monsieur Bourgault. Nous causons un peu et tout à coup je lui dis, êtes-vous comme moi, Monsieur Lesage? Face à Monsieur Johnson. Il est tellement difficile à attaquer. On l'attaque, puis il sauve. On vient pour refrapper dessus, il est déjà plus là. Ah, il dit oui, c'est très, très difficile. Mais je dis, c'est pas comme vous, hein. Vous, quand vous étiez là, vous disiez une bêtise, puis là, on vous sautait dessus. Puis il dit, non seulement vous vous sauviez pas, vous répétiez encore la même bêtise, puis là, on pouvait vous taper dessus. Il dit, bonjour, Monsieur Bourgault. Il est sorti. C'est aussi la seule fois que je l'ai vu. Il me semble que j'ai passé une partie de ma vie à attaquer des adversaires que je n'ai à peu près jamais vus. M. Johnson est au pouvoir. Contrairement à ce qu'il avait dit pendant la campagne électorale, il va continuer la révolution tranquille. Il avait dit, c'est effrayant, les crucifix sont sortis des écoles pour y faire entrer la sexe et la drogue. Nous allons refaire le système d'éducation. Une fois au pouvoir, les choses continuent comme avant, les réformes continuent comme avant. Il va poursuivre exactement sur la lancée de M. Lesage les relations internationales, par exemple. Je vous ai dit au début comment nous avions été coupés du reste du monde pendant près de 200 ans. Sous le gouvernement Lesage, nous avons renoué avec le reste du monde, notamment avec la France. Et M. Johnson va continuer à augmenter ces nouvelles relations qui se font avec le reste du monde et notamment avec la France. Au fond, entre M. Johnson et M. Lesage, il y a bien sûr une différence de style, mais on ne sent pas vraiment une différence d'objectif. On sent bien finalement au Québec dans les années 60 qu'il y a des choses à faire et que qui que ce soit qui soit au pouvoir, il faut les faire. Et M. Johnson va poursuivre exactement l'entreprise de M. Lesage. Pour notre part, fort de notre victoire, parce que nous croyons vraiment que c'est une victoire de 1966, nous continuons à nous organiser davantage. Et l'élection nous a donné une sorte de respectabilité. Non pas une vraie respectabilité, comme on pourra en connaître plus tard, mais une sorte de respectabilité. C'est-à-dire que les gens, maintenant, commencent à nous écouter un peu plus. Maintenant, quand j'arrive dans une ville, à Val-d'Or, à Rimouski, à Sept-Îles ou à Sherbrooke, nous réussissons à entrer à l'hôtel de ville pour signer le livre d'or. Ça a l'air de rien. Mais dans les années 60, c'était quelque chose. Les choses continuent comme avant. Dans le reste du monde, la révolution culturelle prend de plus en plus de poids. Et la guerre du Vietnam en Amérique du Nord prend de plus en plus d'importance et affecte de plus en plus les esprits. Et là, nous allons assister à quelque chose d'unique dans l'histoire du monde. Car pour la première fois dans l'histoire du monde, il y a tout un peuple qui va se lever pour forcer ses gouvernants à sortir de la guerre. Évidemment, nous sommes collés sur les Américains. Nous ne pouvons faire autrement que de nous en rendre compte. Et ça va beaucoup plus loin que ça, puisque nous, militants et militantes de l'époque, nous nous battons aussi contre la guerre du Vietnam, parce que le Canada, qui n'est pas partie prenante de cette guerre-là, fournit quand même des armes. Et nous avons des alliances avec les déserteurs américains. Nous avons des complicités avec les Américains qui se battent contre la guerre au Vietnam. Et nous avons cette image absolument incroyable d'un mouvement qui monte et monte et monte aux États-Unis, qui finit par rejoindre toutes les couches de la population, y compris les soldats eux-mêmes. Et on voit, en Californie par exemple,
Au moment où les soldats américains s'embarquent pour le Vietnam, l'opposition a fait ériger d'immenses placards où on voit un enfant vietnamien en train de mourir sous le napalm et avec un slogan qui dit « C'est ça que vous allez faire au Vietnam ». Et on voit des centaines d'officiers américains, retour du Vietnam, qui signent et qui paient des pleines pages dans les journaux américains pour dire cette guerre est immorale et injuste et il faut en sortir. Dans tout autre pays et en tout autre lieu et en toute autre circonstance, ces gens-là auraient été traduits devant une cour martiale et probablement condamnés. Mais dans les années 60, on croit que le peuple peut avoir du pouvoir. Et non seulement on ne condamne pas ces gens-là, on va les suivre. Et on va forcer éventuellement le gouvernement américain à sortir du Vietnam. Et cela n'est pas sans affecter tous nos esprits. La lutte des Noirs américains continue. On va connaître le mai 68 en France, cette quasi-révolution. Le terrorisme éclate partout dans le monde. Des gens qui soudainement ont découvert un nouveau moyen de se faire connaître, un nouveau moyen d'information. On détourne des avions, on prend des otages, non pas pour l'action elle-même, mais pour passer à la télévision. Et on s'aperçoit tout à coup que ces nouveaux moyens de communication changent la nature même des choses, permettent à tout le monde de se rejoindre les uns les autres instantanément. Et on va voir les jeunes s'emparer de ces moyens de communication pour se donner des instruments de pouvoir. Par exemple, quand ils disent « nous croyons en telle ou telle chose », tout de suite, il y a quelqu'un, une vedette quelconque, jeune, qui s'en empare de cette idée-là, qui en fait une chanson et qui force la grande compagnie capitaliste à l'enregistrer et à la vendre. Et la compagnie vend sa propre dénonciation. Et elle ne peut faire autrement parce que c'est payant. C'est un phénomène tout à fait nouveau. Et nous croyons vraiment que tout est possible. À Montréal, il y a Jean Drapeau. Depuis déjà quelques années. Et qui a obtenu que l'exposition 1967 se tienne ici. Ce sera aussi une grande aventure. La première grande aventure internationale des Québécois et des Québécoises et de nombreux Canadiens et Canadiennes. Et dès le départ, on peut imaginer que ce sera grandiose. Et dès le départ, on peut aussi imaginer qu'il va se passer quelque chose. Parce que tous les chefs d'État vont venir faire leur petit tour pour nous voir. La reine s'annonce. Nombre d'autres chefs d'État s'annoncent et le général de Gaulle s'annonce. J'écris à la reine. Je lui dis, vous n'avez pas le droit, nous vous interdisons de mettre les pieds sur le territoire québécois. Elle ne me répond pas. Et elle arrive à l'Expo. Or, les îles de l'Expo avaient été déclarées territoire international pour la durée de l'Expo, comme une ambassade. Elle est arrivée en bateau, elle est descendue sur les îles, elle est remontée sur son bateau, elle est partie, elle n'a jamais mis les pieds sur le territoire québécois, comme nous l'avions exigé. Puis il y a le général qui s'en vient. Et c'est Daniel Johnson qui est au pouvoir. Et Daniel Johnson va dire, il faut bien recevoir le général. Et à ce moment-là, le gouvernement français est probablement le gouvernement le mieux informé au monde. Près d'un an auparavant, des émissaires français étaient venus me voir, moi par exemple, président du RIN, pour me demander comment le RIN va-t-il recevoir le général de Gaulle. Et ils ont fait le tour du Québec comme ça, pour demander à tous les organismes,
comment le général de Gaulle serait reçu. Il ne se déplaçait jamais sans savoir exactement ce qui allait se passer. Et on se souviendra que le général était venu au Québec en 1960 et qu'il n'avait rien dit et qu'il n'avait pas fait de vague. Pour une raison très simple, c'est qu'en 60, il ne se passait encore rien. Et Daniel Johnson va organiser la visite de Gaulle. Ça va coûter 8 millions de dollars. Payé par le fédéral. C'est celle qui était là, vous vous en souvenez. Des fleurs de lys sur le pavé de Québec à Montréal. Des arcs de triomphe dans tous les villages. Des maires de village, leur discours à la main, prêts à recevoir le général de Gaulle. Et une sorte de vengeance chez les Québécois et chez les Québécois. Je me souviens de ce chauffeur de taxi qui disait « Ils sont leur reine, nous avons notre roi ». Et de Gaulle n'était pas sans savoir ce qui se passait. Il est arrivé à Québec sur un navire de guerre. Et il est descendu à L'Anse-au-Foulon, là même où Wolfe était descendu pour conquérir Québec. Sur l'air de God Save the Queen. Bien sûr. Le chef de l'État canadien, c'est pas Pierre Trudeau. C'est pas le premier ministre. C'est le gouverneur général, représentant de la reine. Si on reçoit un autre chef d'État, c'est le gouverneur général qui le reçoit. Donc, le gouverneur général est à L'Anse-au-Foulon pour recevoir le général de Gaulle. 5000 personnes s'y trouvent. On joue le God Save the Queen et le général de Gaulle est reçu avec le God Save the Queen et avec 5000 personnes qui huent désespérément. Ça commençait bien. Le général s'en va à l'hôtel de ville de Québec. Encore là, il y a 4 ou 5 000 personnes. Et il leur dit, on se sent chez soi ici après tout. Il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Tout le monde était conquis. Et toujours, vous aviez ces pancartes du RIN partout. Nous n'étions toujours pas très nombreux, mais nous nous déplacions en autobus. C'est l'époque où le grand magazine américain Fortune avait écrit un article sur le nationalisme québécois où on disait « Le RIN nous affirme qu'ils ont 50 000 membres. La GRC nous affirme de son côté qu'ils ne sont que 15 000. Nous étions 852. Pas surprenant qu'en 70, il a imaginé qu'il y avait 3 000 terroristes. Mais nous nous déplacions partout. On avait l'impression que le RIN gouvernait ce pays. Le général part de Québec pour emprunter le chemin du roi pour venir à Montréal. 500 000 personnes vont se regrouper sur le parcours pour l'acclamer. Dans chaque village, il fait un discours. Toutes les radios le transmettent. C'était un événement radio. Et chaque fois, il va un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Et on se dit, jusqu'où ça va aller? Et il y a des gens qui commencent à s'inquiéter vraiment. Surtout à Ottawa, on se dit, c'est pas très beau à voir tout ça. Et ça va un peu plus loin, et vers la fin de l'après-midi, il arrive finalement à Montréal. Nous sommes là, bien sûr, sous le balcon de l'hôtel de ville, avec nos pancartes. Il y a plein de monde, le général arrive en compagnie de Daniel Johnson, monte à l'hôtel de ville, mais en principe, il ne devait pas y faire de discours. Et en montant l'escalier, il dit « Je veux parler ». Et on trouve en catastrophe un micro qu'on installe sur le balcon. Le général sort sur le balcon et parle. La foule est enthousiaste jusqu'à la fin du discours, où il va dire « Vive Montréal, vive le Québec », applaudissements délirants, et là « Vive le Québec libre ». Là, il y a comme un moment de stupeur, une fraction de seconde.
Et les acclamations éclatent. Et là, on se regarde tous, mais on se dit, mais ça n'a pas de bon sens. Puis on se dit, mais il l'a dit. Il l'a dit. Ça n'a pas de bon sens. Et en même temps, les notables à l'hôtel de ville se disent la même chose. Ça n'a pas de bon sens. Il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit. De Gaulle redescend, monte dans la voiture avec Daniel Johnson, et Daniel Johnson lui dit, mon général, vous venez de lancer le slogan de mes adversaires. Et le général n'a pas répondu. Le lendemain, il visite l'exposition. Évidemment, Ottawa a crié. Ottawa a dit c'est inacceptable, on ne peut pas accepter ça, ça n'a aucun sens, tout ça. Il visite l'exposition, il dit pas un mot, comme si de rien n'était. Il est reçu à l'hôtel de ville à un banquet donné par le maire Drapeau. Le maire Drapeau s'humilie, s'avilit comme jamais dans sa vie, fait un discours d'une servilité épouvantable. Le général imperturbable lui répond sur le même ton, mais cinglant, et termine son discours en disant « Tout cela n'a aucune importance. Finalement, ce qui compte, c'est l'histoire. Et tout ce qui grouille, grenouille et scribouille n'a aucune importance. » Et là, tout le monde a sa claque en pleine face. Et Ottawa, qui a dit inacceptable, le général dit très bien, c'est inacceptable, je rentre chez moi. Il devait passer par Ottawa, il n'est pas passé par Ottawa, il est rentré chez moi. Et on s'est souvent demandé pourquoi De Gaulle avait fait ça. Ou est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? René Lévesque lui-même, dans les 3 jours qui ont suivi, a dit ce sont les propos d'un vieux fou. Il a un peu changé d'idée par la suite. Tout le monde s'est dit, il a perdu la tête, surtout les Français. Quand il est rentré en France, c'était la panique. Ils ont dit, le vieux perd la tête. Mais il n'avait pas perdu la tête, il savait exactement ce qu'il faisait. Et nous savons aujourd'hui qu'il avait décidé d'aller jusque-là si les circonstances s'y prêtaient. S'il n'y avait pas eu 500 000 personnes, s'il n'y avait pas eu cet enthousiasme, s'il n'avait pas senti qu'il se passait quelque chose ici, il ne serait pas allé jusque-là. Comme il a senti qu'il se passait quelque chose, il est allé jusqu'au Vive le Québec libre et il ne l'a jamais regretté. Il l'a répété par la suite en conférence de presse. Il ne s'est jamais expliqué en disant simplement ce qui est dit est dit. Et il faut dire que Daniel Johnson a fait de même. Jamais Daniel Johnson n'est revenu sur cette parole. Jamais il n'a dit le général a perdu la tête ou le général n'a pas compris. Daniel Johnson savait très bien que le général avait compris. Et jamais il n'a dénoncé le général par la suite. Or, cette visite a été importante à plusieurs titres. Dans les 2 mois qui ont suivi, l'Aérienne a doublé le nombre de ses membres. Non pas que le cri du général était nouveau, ça faisait quand même plusieurs années déjà que nous crions « Vive le Québec libre ». Mais en moins d'1 minute, le général avait permis au mouvement indépendantiste québécois, et au Québec en somme, d'éclater à travers le monde. Alors que nous n'existions pas pour la plupart des peuples du monde jusque-là, tout à coup, en 1 minute et en 24 heures, à travers le monde, tout le monde savait que nous existions. Tout le monde savait qu'il y avait là un petit peuple français qui essayait de vivre et qui avait toutes les difficultés du monde à le faire. Et tout le monde savait qu'il y avait derrière cela une volonté. Et tout le monde savait que le général parlait de toute son autorité et de tout son prophétisme. Ça n'était pas la première fois qu'il annonçait quelque chose. Et on s'est dit, il a peut-être annoncé encore quelque chose. Et après quelques temps d'incompréhension, on s'est mis à essayer de comprendre. Quelques semaines plus tard, François Aquin, député libéral, devenait le premier député indépendantiste du Québec. Et c'est à la suite du choc qu'avait créé en lui le Vive le Québec libre du général qu'il avait décidé de passer de l'autre côté. 1967, 1968. 1968, René Lévesque commence à ruer dans les brancards. On sait maintenant qu'il ruait dans les brancards du Parti libéral depuis très longtemps. Mais là, il rue pour de bon.
Les libéraux, qu'ils soient à Québec ou à Ottawa, se sont donnés comme mission d'être au pouvoir. Et quand ils ne le sont pas, ils sont extrêmement malheureux. Et il est évident que le Parti libéral, battu par Daniel Johnson en 1966, se trouvant dans l'opposition, se trouve extrêmement malheureux. Alors on essaie d'imaginer toutes sortes de choses. Et M. Lévesque va proposer son plan de souveraineté association, ou presque, au Parti libéral. On jette les hauts cris, M. Lesage dit jamais, M. Kérans, qui était le grand ami de M. Lévesque, dit non, jamais, et on verra M. Lévesque, en 1968, quitter le Parti libéral pour fonder le mouvement Souveraineté Association. Où en sommes-nous? Il y a toujours le RN d'un côté. Il y a toujours le RN, dirigé maintenant par Gilles Grégoire, de l'autre. Et voilà maintenant un nouveau mouvement souverainiste qui s'appelle le MSA, le Mouvement Souveraineté Association. Moi, je suis toujours président du RN, alors dès ce jour-là, j'écris à M. Lévesque, comme j'avais écrit à la reine, comme j'avais envoyé un télégramme au pape à un moment donné, j'écrivais à tout le monde dans ce temps-là. J'écris à M. Lévesque, je lui dis, mais ça n'a aucun sens, nous voilà 3 mouvements indépendantistes, s'il fallait qu'on nous foute des élections dans les pattes, de quoi aurions-nous l'air? Il faudrait que nous négocions, il faudrait que nous voyions si nous ne pouvons pas nous entendre. Négocions, lui dis-je, et il me répond un peu plus tard, oui, nous allons négocier. Et là, les négociations s'engagent, qui va durer 8 ou 9 mois, nous nous rencontrons une fois de temps en temps entre le RN, le RIN et le MSA de M. Lévesque. Mais dès le départ, nous apercevons que M. Lévesque ne fait pas du tout le même calcul que nous, et qu'au fond, il nous trouve passablement voyous, et qu'il trouve qu'on lui fait pas une très bonne image, et que ce serait pas très intéressant de nous avoir parmi ses troupes. Alors, les négociations s'engagent difficilement avec nous, mais avec le RN de Gilles Grégoire, ça va relativement bien, et au bout de quelques semaines, ils s'entendent, on va réunir le RN et le MSA. Nous, ça piétine, nous mettons toutes nos cartes sur la table, mais ça piétine encore. Pour une raison, je pense, assez simple et qu'il est facile de comprendre maintenant. Nous avions connu beaucoup de scissions, beaucoup de déchirements au sein du mouvement indépendantiste. Mais M. Lévesque n'avait pas connu ces problèmes-là. Il ne voyait pas l'unité des forces indépendantistes comme aussi essentielle que nous la voyions. Et probablement faisait-il aussi un autre calcul. Et nous disions, nous ne pourrons pas faire l'indépendance sans faire l'unité de tous les indépendantistes, alors que M. Lévesque se disait, peut-être que moi, je peux fonder un parti qui sera le parti modéré de l'indépendance, et j'aurai à côté de moi le RIN et le FLQ pour faire les jobs sales et qui serviront de repoussoir. De sorte que moi et mon parti, nous aurons l'air plus respectables pour faire l'indépendance. Et je pense que c'est un calcul qui se défend très bien. Sauf que ça n'était pas le nôtre. Nous croyions qu'il était nécessaire de faire l'unité. Toujours est-il que ça piétine pendant plusieurs mois, quand on annonce que le 24 juin prochain, c'est M. Pierre Elliott Trudeau lui-même qui va présider les fêtes de la Saint-Jean à Montréal. On se souviendra que 4 ans plus tôt, les 3 colombes étaient partis à Ottawa. Trudeau, Pelletier, Marchand. Je n'ai jamais compris pourquoi on les appelait les 3 colombes, mais ils sont partis pour Ottawa. M. Trudeau est devenu ministre de la Justice et il a été, je pense, un des meilleurs ministres de la Justice que nous ayons jamais eu au Canada. Par la suite, il est devenu fils spirituel de Pearson, qui était alors premier ministre du Canada, et il est devenu chef du Parti libéral du Canada. Et là, il s'est fait à travers le Canada un mouvement incroyable qu'on a appelé la Trudeaumanie. Il avait l'air d'un Beatle ou d'un Rolling Stone, on le déshabillait presque en public. Il adorait ça. Et non seulement on annonce qu'il va présider les fêtes de la Saint-Jean, le défilé des fêtes de la Saint-Jean, mais en plus il se trouve en pleine campagne électorale, parce que les élections auront lieu le 25 juin, et c'est le lendemain des fêtes de la Saint-Jean. Or, ça faisait des années que M. Trudeau répétait qu'il ne reconnaissait pas l'existence de la nation québécoise. Il disait qu'il n'y a qu'une nation, c'est la nation canadienne. Or, nous concluions, nous, que la fête de la Saint-Jean, le 24 juin, était une fête québécoise. En effet, elle n'était pas célébrée dans le reste du Canada par des congés légaux. Elle n'était officielle nulle part ailleurs au Canada qu'au Québec. Et nous disions, c'est la fête de la nation québécoise. Comment demander à un homme qui ne reconnaît pas l'existence de la nation québécoise de présider les fêtes de la nation québécoise? C'est comme si on demandait au président de la France
de présider les fêtes du 14 juillet, alors qu'il nous dirait qu'il ne reconnaît pas l'existence de la France. On dit ça n'a aucun sens, il faut protester. Et là, nous mettons encore notre machine en marche. Et je commence à exciter nos membres, nos militants, nos militantes. Et je suis invité, moi, à la tribune d'honneur. Nous avons déjà gagné une certaine respectabilité. Je suis invité à la tribune d'honneur en compagnie de M. Trudeau, de M. Johnson et de M. Drapeau. Mais dès que nous décidons de protester, j'annonce en public que je ne serai pas à la tribune d'honneur. Je dis nous serons dans la rue et j'espère que vous serez avec nous. Vous allez voir comme d'année en année, l'histoire change rapidement. L'année précédente, le 24 juin 1967, j'avais été invité par M. Johnson à un banquet de la Saint-Jean au Ritz-Carlton. Il m'avait assis avec une table de libéraux. Mais là, on va voir que ce 24 juin 68, la fête est différente. Nous avons décidé de créer un incident aussi fort que possible. Pour ce faire, nous avions un plan. À cette époque-là, les membres du RN, qui étaient très sévères envers le président du RN, et qui le bardassaient autant qu'ils pouvaient, par contre, si le président du RN était attaqué de quelque façon que ce soit, ou qui était pris à partie, ou qui était en mauvaise posture, tout le monde se ralliait pour le défendre farouchement. En période de crise. Nous savions cela. Nous sommes dit, on va s'en servir. Mais nous n'étions toujours pas très nombreux. Nous nous disions, si nous pouvons réunir dans la rue de 1000 à 2000 personnes, c'est le maximum. Or, ça ne fait pas une très grosse manifestation. Et nous nous disons, si nous nous réunissons devant la tribune officielle, là où il y a près de 100 000 personnes, nous pourrons nous servir de ces gens-là pour les transformer en manifestants et en manifestants. Il nous suffira de foncer un peu sur la police foncera sur nous. Évidemment, comme nous ne sommes pas très nombreux, elle va foncer dans la foule. Les gens vont être effrayés, mais ils vont foncer de leur côté aussi. On va avoir une énorme manifestation. Et comme nous avions manifesté déjà des douzaines et des douzaines de fois par le passé, nous commencions à savoir comment cela fonctionnait. Et nous étions prêts à aller presque aussi loin que nécessaire. Mais nous avions décidé qu'il était inacceptable de voir M. Trudeau faire ses fêtes. L'autre partie du plan était très simple aussi. Je devais me présenter sur place, rester 10 minutes, causer avec les gens, accorder des entrevues et m'en aller chez moi. Là, on répandrait la rumeur que j'avais été arrêté par la police. Les membres et les militants et les militantes seraient furieux et la manifestation pourrait commencer. Je ne sais pas si la police a eu vent de l'affaire. Toujours est-il que je me suis présenté là, que j'y suis resté 10 minutes, mais qu'au lieu de rentrer chez moi, je suis rentré direct dans le panier à salade. Et après quoi s'est déroulée la manifestation. Une chose importante, sans doute, et une des choses les plus importantes de ma vie. Le seul problème, c'est que je n'y ai pas assisté. J'entre dans le panier à salade, le premier. Il y en a eu beaucoup de paniers à salade ce soir-là. J'entre dans le premier panier à salade, avec 7 ou 8 jeunes gars. Ils saignent, ils ont des chemises arrachées, mais pas particulièrement amochées. Et nous partons pour le poste de police. Bon secours, en bas. Comme nous sommes le premier panier à salade, les choses sont encore relativement détendues. Ça a l'air d'une petite manifestation. Nous arrivons au poste de police, les choses ordinaires, ceinture, cochonnerie. Nous jasons un peu avec les policiers, puis nous mettons en cellule tout le monde en même temps. Et là, nous continuons à deviser. Mais à mesure que le temps avance, les paniers à salade arrivent de plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux. Et là, on sent bien qu'il se passe quelque chose devant la Bibliothèque nationale. Nous, on ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là, mais on sent qu'il se passe quelque chose. Et les policiers deviennent de plus en plus enragés. Puis là, on entend toutes sortes de rumeurs. Qu'il y a un cheval qui est mort, qu'il y a un camion de pompiers qui a été renversé.
qu'une femme enceinte a été piétinée par je ne sais pas combien de manifestants, etc. Alors tout le monde, là, il commence à être sur les dents, et les policiers commencent à être furieux. Moi, je dis aux gens, on commence à être entouré de beaucoup de monde, là, arrêtez, je dis, fermez vos gueules. En prison, on n'a pas le gros bout du bâton, fermez vos gueules. Et évidemment, il y en a qui se l'ont ouvert pareil, puis on sait ce qui leur est arrivé. Alors, plus ça va, plus on s'aperçoit qu'il s'agit de quelque chose d'assez grave. On finira par savoir le lendemain, ou enfin, dans la nuit, qu'il y aura 500 arrestations et 300 blessés qui seront transportés à l'hôpital. Or, ces 500 personnes arrêtées, on commence à les retrouver parmi nous. Et je vois arriver, finalement, Réginald Chartrand. Réginald Chartrand, qui est ce militant farouche des années 60, qui était de toutes les manifestations, ce gars avec une générosité et un courage indomptable, mais qui n'hésitait pas à faire le coup dur quand c'était nécessaire. Ce soir-là, la police s'est dit, il passe pas au travers, et ils l'ont battu copieusement, massacré littéralement. Je le vois arriver, et soudain, on vient nous chercher, Réginald Chartrand et moi, pour nous isoler des autres et nous amener dans des cellules à sécurité maximum. Nous sommes les deux seuls là, dans les cellules à sécurité maximum, les autres sont ailleurs. Et Chartrand est à côté de moi dans une autre cellule, et il souffre beaucoup. Et on se parle, et il me dit, ça n'a pas de sens, je suis en train de mourir. Et là, j'appelle un policier, il y a un policier qui nous surveille, j'appelle un policier, je lui dis, faites quelque chose, appelez un médecin, une garde malade, pour faire quelque chose pour lui. Et ce policier est très gentil. Et il va appeler une garde malade qui va venir s'occuper de Chartrand. Et là, je dis encore au policier, mettez-le avec moi dans ma cellule, c'est très important, je vais m'en occuper, moi, puisqu'il n'y a personne qui peut s'en occuper. Et le policier agrée et m'amène Chartrand dans ma cellule. Nous sommes assis sur le petit lit qui est là, et là, je vois ce beau militant, ce superbe militant de l'indépendance du Québec, écrasé, souffrant, et qui pleure. Et qui me dit, il dit, Pierre, je ne pourrai jamais continuer. Découragé, vidé. Bien sûr, il continuera. Mais ce soir-là, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus comme des milliers d'autres personnes qui n'en pouvaient plus. Et qui n'avaient d'autre recours que cette violence un peu gratuite. Menottés, l'un à l'autre, on nous transporte au poste 4. Et on nous sépare, finalement. Et je me retrouve toute la nuit avec deux policiers, comme dans les vues, un bon, un méchant. Nous causons toute la nuit. Mais en arrivant au poste 4, je m'aperçois qu'il y a des mitrailleuses et des mitraillettes à toutes les fenêtres. Et je leur dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et le policier me dit, il y a eu une rumeur qui a couru dans la foule qui disait, Bourgault est au poste 4, on s'en va le délivrer. Et nous les attendons. Je dis, vous n'êtes pas fous en monde. Ils étaient fous en monde. Nous causons toute la nuit de tout et de rien. C'est relativement insignifiant parce qu'ils savent très bien que je n'ai rien à dire et que je ne dirai rien, mais il faut bien causer. Le bon est très gentil, le méchant est très méchant. Mais nous ne dormons pas de la nuit, ni l'un ni l'autre. Nous nous retrouvons dans un petit bureau à 10 heures du matin tous les trois. Nous avons faim et nous nous endormons. Le bon dit, je vais aller chercher des toasts et du café. Revient, nous mangeons nos toasts et notre café. Et buvons notre café. Et le bon s'en va et me laisse tout seul avec le méchant. Nous ne nous regardons même pas, nous n'avons rien à nous dire, nous attendons comme ça pendant à peu près 20 minutes. Tout à coup, le méchant se décide. Il dit, Monsieur Bourgault, il dit, moi je vous déteste. Mais il dit, ma femme vous aime tellement. Accepteriez-vous de lui parler au téléphone? Et je lui ai parlé au téléphone. Vous voyez que dans les moments les plus tragiques, il arrive aussi des choses particulièrement amusantes. Et nous ramassons quelques heures plus tard, en cours, les 500 militants et militants. Et vous savez comment ça se passe en cours? Il y a le huissier qui dit, la reine, tout le monde debout. Le juge entre. La reine, tout le monde debout devant 500 militants indépendantistes.
qui s'esclaffent, qui partent à rire. Et le juge courroucé commence à nous condamner après l'autre bord. Et là, nous avons compris que la manifestation avait été importante, qu'elle avait été fidèlement beaucoup plus violente que nous l'avions imaginé au départ. Et je sors de prison pour apprendre par les journaux que M. Lévesque rompait les négociations. Il a dit, je ne discute plus avec ces gens-là, c'est tout à fait inacceptable. Et en sortant de prison aussi, j'apprends que M. Trudeau devenait premier ministre du Canada. Le 25 juin 68, M. Trudeau devenait premier ministre du Canada. Et nous nous retrouvions, nous les indépendantistes, plus divisés que jamais. Que faire? Est-ce qu'il fallait continuer? Est-ce qu'il fallait essayer de convaincre M. Lévesque de renouer la négociation? Nous avons décidé de continuer de notre côté, en nous disant, bon, il ne veut pas de nous, on va continuer à faire ce que nous avons à faire et on verra bien. L'été se passe ainsi, arrive l'automne, le MSA se réunit en congrès et le MSA devient Parti québécois. Ce nom qui avait été proposé par Gilles Grégoire, anciennement du RN, et le parti accepte ce nom-là, le MSA devient le Parti québécois. Et là, il s'en vient chez nous, au RN, un congrès dans les 2 ou 3 semaines qui suivent. Et là, nous commençons à nous demander qu'est-ce que nous allons faire vraiment. Et nous avons des inquiétudes, nous croyons vraiment à l'unité des indépendantistes. Nous croyons vraiment qu'il faut faire cette unité, sans quoi il n'y aura pas d'indépendance possible. Mais il y a une autre chose aussi. C'est que le RN se vide de ses membres. M. Lévesque était à cette époque-là, il l'est encore d'ailleurs aujourd'hui, l'homme politique le plus populaire du Québec. Nous ne faisions pas le poids. Et il avait toute la respectabilité du pouvoir, il avait été ministre, il était maintenant chef de parti. Le RN se vidait. Il ne restait qu'un noyau. Oh, qui aurait pu résister des années. Mais ça devenait de plus en plus difficile. Alors, un matin, je réunis l'exécutif du parti, réunion ordinaire de l'exécutif, et je dis qu'est-ce que nous faisons. Je fais un tour de table, tout le monde tourne autour du pot, on sent qu'il faut bien faire quelque chose, mais que personne n'ose l'avouer. Et finalement arrive mon tour et je dis, il faut dissoudre les RN et entrer au Parti québécois un par un. Scandale, mais en même temps, tout le monde est à peu près d'accord. Et nous nous disons, il faut proposer cela au prochain congrès du RN qui arrive dans 2 semaines, et c'est ce que nous avons fait, une proposition de l'exécutif au congrès du parti. Dès le départ au congrès, la majorité des membres étaient contre la dissolution du RN. Il a fallu travailler très fort pour les convaincre que l'avenir était bouché si nous ne dissolvions pas le RN, qu'il fallait vraiment faire l'unité. Et le calcul était le suivant. M. Lévesque ne voulait pas de nous, mais il ne pourrait pas s'empêcher de nous accepter si nous entrions un par un. Il pouvait ne pas être d'accord, mais il ne pouvait pas refuser des membres sincères et honnêtes qui arrivaient pour faire partie de son parti. Et finalement, le congrès du RN, dans une proportion de plus de 80% des voix, a voté la dissolution du parti. Ça a été très dur pour la plupart des militants et des militantes. Ça s'est fait dans les larmes. Et ce n'était pas que des larmes de romantisme éculé. Il y avait quand même 8 ans de difficultés, de misère partagée, d'enthousiasme extraordinaire partagé à quelques milliers de personnes, de difficultés, mais de rêves vécus ensemble. Ce grand rêve des années 60 du tout est possible, nous l'avions vécu au plus profond de nos tripes. Et là, il fallait dire, changeons le cap. Le rêve continue, mais autrement. Et je pense qu'avec beaucoup de courage et de générosité, les militants et les militantes du RN, ce jour-là, ont dissous le parti. Et nous sommes entrés au Parti québécois un par un. Bien sûr, M. Lévesque n'était pas content. Bien sûr, cette unité que nous avions tant voulu fut très difficile à organiser. Bien sûr, pendant 2 ou 3 ans, ça a brassé. Mais nous avions fait l'unité. Par la force, puisque nous n'avions pas eu d'autre moyen de le faire.
Mais elle était faite, cette unité-là. Et nous y croyions profondément. Surtout que nous savions que maintenant, la grande bataille allait commencer. Déjà s'annonçait à l'horizon une nouvelle élection, celle de 1970. Le Parti libéral s'était donné un nouveau chef, qui était Robert Bourassa. Déjà, on sentait que le mouvement indépendantiste n'était plus ce petit groupe réuni autour du RIN et du RN. C'était déjà une masse considérable de gens. En moins de 6 mois, le Parti québécois avait recueilli 100 000 militants et militantes, alors que nous n'avions jamais dépassé 4 000 ou 5 000 personnes. Déjà, nous sentions une sorte de vague de fond qui allait emporter une grande partie de la population du Québec vers ces espoirs que nous nourrissions. Alors c'était important. C'était important, cette unité-là. Et nous l'avons faite. Hélas, ce fut très difficile de s'intégrer. Moi, je m'étais présenté dans Duplessis en 66. Voulant y retourner en 70, on me dit non, on n'a pas d'affaire là. Et M. l'évêque me dit à moi textuellement et brutalement, dans la pire des rencontres que nous ayons eues, je vous ferme tous les bons comptes. Je vous interdis d'y aller. Et si vous croyez vraiment à l'indépendance, allez-vous-en donc chez vous. Je suis resté quand même, et après quelques incidents désagréables, quelqu'un dans le comté de Mercier, dans le beau comté de Mercier, m'a dit « Pourquoi tu viens pas dans Mercier? » J'ai dit « Es-tu fou? C'est courir au suicide. C'est Robert Bourassa qui se présente dans Mercier. Il était chef du Parti libéral. » Le lendemain, je le rappelle en disant « Pourquoi pas? Puisqu'on me reproche de ne pas être rentable électoralement, je vais aller dans Mercier. On va faire une belle campagne électorale, on gagnera peut-être pas, mais une fois que ce sera fait, le Parti québécois et René Lévesque en particulier vont peut-être comprendre que nous pouvons aussi être rentables électoralement. » Et je suis parti dans Mercier. Et le PQ s'est organisé pour faire la campagne électorale de 1970. Mais le PQ s'est organisé aussi autrement. Il a organisé cette immense machine démocratique, un peu sur le modèle du RIN, mais beaucoup plus difficile à faire fonctionner puisqu'elle était grosse, qu'elle était considérable, mais qui, très rapidement, s'est mise à tourner dans l'huile. Il a organisé, comme le seul et vrai parti démocratique en Amérique du Nord, toutes ces régions, tous ces comtés. Et ça ne s'était jamais vu en Amérique du Nord. Un parti qui allait regrouper bientôt 100 000, 200 000, 300 000 membres. Un parti de militants et de militantes qui n'étaient pas payés pour travailler. Encore là, nous avions ouvert des portes, mais le Parti québécois épanouissait tous ces espoirs-là. Et on sait les espoirs fantastiques et les enthousiasmes extraordinaires vécus à cette époque-là. Pendant ce temps-là, les étudiants, les étudiantes, les jeunes continuaient à s'organiser de leur côté. On se souvient des mouvements étudiants des années 60, qui vont culminer par l'occupation des Cégeps en 1968, en 1969. On se souvient du sabordement aussi de l'UGEC, des organisations étudiantes. On se souvient qu'avant de se saborder, pourtant, il y aura ces grands mouvements de masse contre la loi 63, passée par Bertrand à Ottawa, à Québec, pour le McGill français, pour l'intégration des immigrants à Saint-Léonard, etc., etc. C'est par milliers qu'on descend dans la rue à cette époque-là, par dizaines de milliers, et pour réclamer toujours la même chose, un Québec qui nous appartienne. Et l'enthousiasme, le délire presque emporte tout le monde dans les immenses assemblées publiques, dans les manifestations de toutes sortes. Le pouvoir est faible. M. Johnson est mort, il a été remplacé par M. Bertrand. Le pouvoir est faible, il faut le remplacer. Pendant que Trudeau consolide le sien à Ottawa, Québec est en train de s'écrouler. On annonce la campagne électorale. Et on va voir, en 70 peut-être, la plus belle campagne électorale que j'ai vue de ma vie. René Lévesque est dans une forme éblouissante. Au sommet de sa force, au sommet de son intelligence. Il va écraser tout le monde de son poids. Et avec cette immense machine, qui n'est pas qu'une machine, mais qui est aussi des milliers de cœurs, de têtes et de bras, on va faire cette campagne-là.
Et le soir de l'élection, on ne saura trop s'il s'agit d'une victoire ou d'une défaite. Parce que, après tous ces efforts, après tous ces enthousiasmes, après tous ces espoirs, nous apprenons soudain que le Parti québécois n'a fait élire que 7 députés. 7 députés, alors même qu'il a recueilli 21% du vote. Il n'a pas 3% de la députation, mais il a 21% du vote. Et on verra des gens pleurer, on verra des gens dire « c'est injuste, ça n'a pas de sens ». 10 ans de travail pour arriver à ça. Le système est injuste. Il faudra quelques jours, voire quelques semaines, pour regarder les résultats bien en face et s'apercevoir de ce qui se passait vraiment. Les petits partis indépendantistes du début, qui étaient venus le grand Parti québécois, 200 000 membres à la fin de la campagne électorale. Et les chiffres, 0% en 1960, 9,3% en 1966, et là, 4 ans plus tard, 21%. Mais tous les espoirs étaient encore permis. Encore plus qu'en 1966, on pouvait vraiment croire qu'il y avait là un peuple en marche et que c'était beaucoup plus profond qu'on pouvait l'imaginer autrefois. Et là, on a vu des milliers et des milliers de Québécois et de Québécois commencer à croire vraiment que le pays était possible. Bien sûr, il y aura bientôt des événements tragiques. On ne prévoit pas à ce moment-là. On est simplement tout à la joie de se retrouver, des centaines de milliers de Québécois et de Québécoises, de se retrouver face à nous-mêmes et de se trouver beau, et de se trouver fin, et de se trouver intelligent et intelligente, peut-être pour la première fois dans notre histoire, aussi beau, aussi belle, aussi intelligent, intelligente et capable que n'importe qui dans le monde. Nous sommes tous et toutes à cette joie-là, à ce moment-là. Et nous sommes plongés littéralement dans ce sentiment-là quand quelques jours avant le jour de l'élection, nous nous retrouvons à plusieurs milliers à l'Arena Maurice Richard. Je m'y retrouve comme les autres, je suis candidat du Parti québécois. Et là, j'ai le grand plaisir de voir les militants et les militantes du parti nous forcer, René Lévesque et moi, à faire la paix, ne serait-ce qu'en public. Ils en avaient assez de ces querelles-là. Et quand je suis monté sur la scène pour rencontrer René Lévesque et lui donner la main comme tous les autres candidats, une immense ovation s'est faite dans la salle en disant « Que vous vous aimiez ou pas, vous allez travailler ensemble pour l'indépendance du Québec. » Et il nous forçait littéralement à nous donner la main. Quel extraordinaire témoignage de solidarité de ces milliers de personnes. Et c'est pourquoi ce soir-là, comme en 1966, je n'étais pas prévu au programme, mais quand finalement on me demanda de parler, je ne parlais que pendant 2 minutes pour rappeler que nous étions dans le combat le plus exaltant de notre vie. Et pour dire encore une fois, comme je l'avais dit tout le temps, tous les jours, 10 fois par jour en 1966, ce que j'allais dire peut-être toute ma vie. Un jour, un homme viendra. Il sera président de la République du Québec. Québécois, Québécoises, nous dira-t-il. Réjouissez-vous, où que vous soyez dans le monde. Car aujourd'hui, enfin, vous avez un pays.